d'après ce que vous avez vécu de la psychanalyse, vos études, vos lectures, votre analyse personnelle, votre travail en cabinet avec les analysants, comment définissez-vous aujourd'hui la psychanalyse? Vaste programme, hein. Il est plus difficile de dire ce qu'est la psychanalyse que de parler de ses conséquences. Je dirais que c'est une expérience singulière. Voilà, l'expérience de la rencontre avec soi. Un lent travail d'éclairage, d'érosion, l'équivalent de fouilles archéologiques dans les grandes profondeurs de nous-mêmes. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, beaucoup d'analogies entre la psychanalyse et la philosophie, la franc-maçonnerie, l'alchimie, les mythes, les symboles. Il est question de mort et de renaissance. Il est question du ponçage de la pierre brute, de l'abandon de la vieille peau. Finalement, il est question de la transmutation de soi, une espèce d'alchimie intérieure. Il y a déjà pas mal d'années, j'avais beaucoup aimé ce qu'avait dit un analyste, je ne me souviens plus de son nom, à propos de sa propre analyse. Il disait: j'étais comme Scheherazade face au sultan dans les Mille et une nuits. À chaque séance, je racontais une histoire et une autre et encore une autre, juste pour repousser le moment de la mort. Au cours de vos séminaires, vous comparez souvent la psychanalyse à un arbre. Oui, oui, c'est vrai, il y a la terre dans laquelle l'arbre s'enracine, il y a bien sûr les racines, il y a les branches, et il y a aussi les parasites, les maladies de l'arbre. Et puis il y a les fruits. Je trouve que la comparaison est plutôt adaptée. La terre, c'est la vieille Europe de la fin du 19e et du début du 20e. C'est le terreau sans lequel probablement la psychanalyse n'aurait pas pu voir le jour. Parce que c'est dans cette terre que les racines s'agrippent et qu'elles voient le tronc se dresser. Et le tronc, bien évidemment, c'est le père de la psychanalyse, c'est Sigmund Freud. Et c'est seulement ensuite que de nombreuses branches commencent à partir du tronc principal. Les élèves, les amis, les disciples de Freud. Certaines branches sont plus fortes, plus solides, plus élancées que d'autres. Je peux les nommer Sándor Ferenczi, Mélanie Klein et beaucoup d'autres encore. Oui, et puis il doit y avoir une grosse branche nommée Jacques Lacan. Oui, et effectivement, et c'est là que l'arbre commence à être attaqué par des parasites et atteint par des maladies. Parce que s'il y a une chose capitale à noter à propos de Lacan, c'est qu'il ne faut surtout pas lier Lacan, le lacanisme et les lacaniens. Lacan a indéniablement donné un nouvel élan à la psychanalyse. Il a innové, comme on dit. Bon, on peut aimer ou pas, on peut s'appuyer sur sa pensée ou non. Mais après sa mort en 1981, alors que la psychanalyse avait retrouvé un essor en France, le lacanisme est devenu une véritable maladie, un dogme, euh, la croyance suprême, la pensée unique, le moule, c'est-à-dire l'opposé de la liberté propre à la psychanalyse. Et puis, il y a eu les lacaniens, les rejetons de Lacan, si je peux dire, ceux qui avaient besoin d'un dieu et qui donc ont déifié Lacan, qui l'ont idolâtré au point de le mimer, de le bégayer, de répéter à l'envi ces mots, ces phrases, ces paraboles, quitte à déformer d'ailleurs, hein, ou à inventer. Oui, le lacanisme et les lacaniens ont fait, à mon avis, beaucoup de tort à la psychanalyse. Votre tableau est plutôt dur. Non, je trouve qu'il est juste réaliste. D'ailleurs, il suffit de voir comment la maladie a évolué ensuite. Les lacaniens étaient des enfants têtus, rigides,
jaloux, capricieux, chacun voulait le père pour lui tout seul, alors ils se le sont déchirés, littéralement. On a assisté à un éclatement du monde psychanalytique et ces dissensions ont eu d'énormes répercussions, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire auprès du grand public, auprès d'une patientèle potentielle qui s'est trouvée complètement désorientée. Et là, en état de faiblesse, la psychanalyse a subi de nouveaux assauts. C'est-à-dire, D'abord la prolifération de ce qu'on appelle les nouvelles thérapies, qui ne sont que de nouveaux systèmes fondés sur la croyance en des résultats faciles et rapides, c'est-à-dire une espèce de norme, d'ailleurs parfaitement en cohérence avec ce que la société et la culture généraient et continuent de générer de façon exponentielle. On a commencé alors à voir des psys se contenter de saupoudrer leurs nouvelles pratiques de vagues notions psychanalytiques qui n'ont fait que tromper davantage encore le public. La notion de pensée magique a pris de l'ampleur. Il faut croire à tel système, à tel mécanisme psychique. Et finalement, je trouve que peu de voix se sont élevées pour dire qu'aucune pensée, aucun système ne pouvait être comparé à un système aussi vaste et aussi élaboré que celui de la psychanalyse. et les neurosciences dans l'évolution de la psychanalyse? Ah, je ne les oublie pas. Je ne veux surtout pas les oublier parce que je suis un fervent défenseur des passerelles qui existent entre l'univers des neurosciences et celui de la psychanalyse. En fait, le problème ne vient pas du tout des neurosciences. Le problème vient des neuroscientifiques obtus qui veulent à tout prix faire table rase des concepts analytiques. Or, l'un ne va pas sans l'autre. Depuis bientôt 20 ans, les découvertes soulignent les liens vraiment intimes qui confirment à la fois l'un et l'autre des deux mondes. D'un côté, vous avez la génétique, l'hérédité, et de l'autre, vous avez les événements d'une histoire toujours singulière, une histoire propre à un individu donné et qui va faire de cet individu quelqu'un d'unique. C'est tellement plus constructif de rapprocher les deux mondes pour les faire s'enrichir et s'éclairer. Revenons à notre arbre. La terre, l'arbre, les branches, et puis il y a les fruits de la psychanalyse. Oui, les fruits. Pour moi, les fruits de la psychanalyse, ce sont avant tout la clarté, le choix et l'acceptation d'une responsabilité bien plus large que celle que nous acceptions auparavant. D'abord de la clarté par rapport à nos représentations de nous-mêmes, des autres, du monde, à savoir qu'il ne s'agit là que de notre réalité, c'est-à-dire d'une construction qui nous est propre. Donc, à la fois une découverte et ensuite un droit d'inventaire, si je peux utiliser cette expression. Pourquoi ? Parce que de la clarté découle le choix. Un choix que nous n'avions pas auparavant, puisque nous étions dans la répétition. Vous savez, c'est comme ça, c'est le destin, ou encore c'est plus fort que moi. Eh bien, voilà que d'un coup, enfin au bout d'un temps parfois très long, notre champ de vision s'élargit et nous montre des perspectives nouvelles, un arrière-champ plus vaste, des chemins inconnus, des pistes à défricher. Soudain, nous découvrons que nous avons le choix. Et donc avoir le choix fait peser sur nos épaules une responsabilité nouvelle, celle des conséquences de nos choix, pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent, et même pour la planète. C'est-à-dire, Eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de dire que l'analyse ne nous fait pas seulement
pétrir pour nous-mêmes la pâte de la personne que nous sommes. Je veux dire d'une façon qui serait purement égoïste. Quand nous commençons à investir le mot « je », à l'investir réellement, eh bien nous découvrons des choix possibles et donc des responsabilités nouvelles dans de très nombreux domaines. Je suis un homme, un mari, un père, un oncle, un grand-père, je suis un ami, je suis un être vivant sur la planète Terre, un citoyen de mon pays, je suis un électeur, un consommateur, un habitant de ma commune, un voisin parmi les voisins de ma rue, etc. etc. Et peu à peu, le champ de notre jeu s'ouvre en grand. Vous connaissez peut-être la phrase d'Oscar Wilde, hein, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oui, mais est-ce que je sais seulement qui je suis pour être moi-même? Qui suis-je? Voilà l'une des deux grandes questions, une des deux questions de fond en analyse, une question dont la réponse ne cesse d'évoluer au fil de l'analyse. L'analyse serait donc finalement une super connaissance de soi. Ah non, 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 surtout pas. Il ne faudrait surtout pas réduire l'analyse à un exercice de connaissance de soi, hein. Au-delà de la souffrance qui le fait entrer en analyse, au-delà de la découverte qu'il fait de lui, chaque patient a un projet de changement, même si ce projet est au départ dans l'obscurité la plus totale. Et l'analyste n'a pas à peser ou à interférer dans ce que sera ce changement, ni d'ailleurs sur la façon dont il se fera. Quel que soit le chemin que le patient va prendre pour réaliser le changement, ça doit être exclusivement son choix. D'où peut-être la déception de certains patients qui imaginent que le psychanalyste va les aider à changer. Peut-être. Peut-être. Vous savez, lorsque nous parlons, nous émettons toujours une demande. Or, dans le champ de la thérapie ou de la médecine, une réponse est naturellement apportée à une demande, à une souffrance. En analyse, il n'est jamais question de réponse. Il est seulement question de mise en question. La réponse ne vient pas du psychanalyste.